conférence. Avant cela, je vais vous présenter Gila pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, bonsoir et bienvenue à tous nos amis au rendez-vous du Moadon Ivri, Union pour la langue et la culture hébraïque. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une grande amie, Gila Clara Kessus. Nous l'avons déjà reçue pour présenter son livre Théâtre et sacré dans la tradition juive, un livre magnifique qui nous renvoie loin dans l'histoire juive. Gila est aussi chercheuse, autrice de plusieurs livres, actrice, metteuse en scène, professeure à l'université de Harvard, traductrice des ouvrages de Tal Ben Shahar dont elle a été élève. Tal Ben Shahar était le premier à introduire des cours sur le bonheur en 2006 à Harvard. L'engagement en faveur de la paix voit Gila le prestigieux titre d'artiste pour la paix de l'UNESCO en 2012, puis celui d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2014. Et Gila est spécialiste de psychologie positive. Elle intervient dans les entreprises et se nourrit par son travail auprès de rescapés de la Shoah et intègre une dimension spirituelle à sa démarche. Gila, c'est à vous, ma chère. Alors, merci pour cette introduction très prestigieuse et très chargée. Et méritée, et méritée. Ce que je veux dire, c'est surtout que je suis très, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je remercie Ruth et le Moadon d'accepter une conférence en hébreu, puisque mon hébreu n'est pas aussi, comment dire, fluent, comme on dit, hein, aussi bon que je le souhaiterais, et je n'aurais pas voulu commencer à vous présenter de la psychologie positive en utilisant des termes qui ne sont pas précis, puisque la psychologie positive est avant tout une science. Merci aussi aux amis que je reconnais parmi les participants de cette conférence. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir faire un petit topo de ce qu'est la psychologie positive, en quoi est-ce qu'elle est reliée à l'hébreu. Et c'est pour ça que je pense que le Moadon sera content. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Ah ben alors, c'est parfait. Je remets la lumière. Et donc, ce que je vous disais, c'est que le Moadon serait content, voilà, de savoir que la psychologie positive a un lien aussi avec tout ce qui va être judaïsme et avec l'hébreu. Donc, j'éclairerai ces différents points. Et puis, je vous expliquerai aussi l'idée de ce parcours qui est le mien, partant du théâtre pour aller jusqu'à la psychologie positive, partant de ce que j'appellerais la souffrance aussi, de vouloir par le théâtre essayer de faire témoigner des survivants de génocide, des survivants rescapés de la Shoah, pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'aide à la prise de parole, en particulier sur des questions de leadership positif. Suite au conservatoire, l'idée était pour moi d'aider les personnes à utiliser des techniques théâtrales pour mieux communiquer, mieux parler, en particulier aider des survivants de génocide, des personnes qui ont souffert des traumatismes, pour pouvoir essayer de mettre des mots sur ces traumatismes pour une catharsis, c'est-à-dire faire ressortir la souffrance et puis un meilleur impact. Après un doctorat à l'université de Boston avec Elie Wiesel, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans, Harvard Université m'a proposé de venir enseigner un cours qui s'appelle Théâtre et droits de l'homme. Et à Harvard Université, lorsque je suis arrivée et que j'ai commencé à enseigner, j'étais, on va dire, en grande difficulté puisque j'étais chargée de tous ces témoignages que j'avais reçus et, on va dire, des questions de légitimité, des questions aussi d'acceptation de soi étaient profondes pour moi. J'avais beaucoup de mal dans ma vie personnelle à essayer de trouver un certain goût à ma vie. Moi qui avais la chance de pouvoir défendre des destins qui étaient hors du commun quand j'étais sur scène, lorsque je mettais en scène des pièces de théâtre qui étaient inspirées de la vie de survivants, en leur présence, avec leur bénédiction. Eh bien, je donnais tout sur scène, je donnais tout pour mes élèves, et puis quand tout d'un coup je fermais la porte et que je
rentrais chez moi, je trouvais qu'il y avait un goût assez faible d'intérêt. Et j'étais vraiment dans une crise existentielle assez importante. Et c'est là où, lorsqu'on est professeur à l'université d'Harvard, eh bien, on peut prendre tous les cours à l'université gratuitement. Et donc, en regardant le catalogue, je me suis arrêtée en bonne française sur ce cours du bonheur en me disant: ah, ah, oh, le cours pipeau là, ça, ce cours-là, ça c'est pour moi. Rien que pour leur montrer que c'est du n'importe quoi, un cours sur le bonheur. Ah, j'aimerais bien voir ça. Donc je l'ai pris avec, mais vraiment toutes les réserves qu'on peut imaginer. Et puis, en le suivant, j'ai découvert ce professeur israélien que Ruth a cité, Tal Ben-Shahar. Je ne sais pas si vous le connaissez. On en discutera parce que mon but, ce n'est pas ici de faire une conférence en masterclass, c'est aussi pouvoir vous donner la parole. Et donc, Tal Ben-Shahar, professeur israélien, américano-israélien, qui est né en Israël, qui ensuite a fait son alia, si je puis dire, aux États-Unis, qui vice-champion et même champion du monde de badminton. Et en fait, il était professeur à l'université d'Harvard sur la psychologie positive. Et quand je l'ai découvert, il m'a dit: je comprends tout à fait votre démarche. On faisait toujours des interviews pour accepter un élève. Lorsque je lui parlais justement d'Elie Wiesel, etc., il me dit: il faut savoir que moi, je suis arrivée à la psychologie positive par rapport à ce qu'ont vécu mes grands-parents qui étaient survivants de la Shoah et qui, à chaque fois que nous, les petits-enfants, avions quelques réticences à prendre la soupe, nous disaient: mais goûte, apprécie, comprends le sens de ce que tu avales, parce que sache que ce moment-là où tu vas apprécier d'avoir le goût dans la bouche de cette soupe, c'est un moment qui prouve que tu es vivant. Alors, bien sûr, quand il était petit, il n'était pas du tout touché par ce genre de considération et c'est petit à petit qu'il a compris, en particulier par rapport à sa première carrière de champion, puisque la vie a fait qu'il s'est blessé et qu'il a dû arrêter la compétition, et ce qu'il a vraiment brisé. Et il a justement retravaillé cette notion de succès, d'apprécier la vie. Et il me disait: je comprends votre démarche, je comprends parfaitement votre démarche de passer de cette idée d'aider les survivants de la Shoah à pouvoir témoigner à cette recherche sur la psychologie positive, c'est-à-dire au droit au bonheur. Donc j'ai suivi son cours et ce cours a vraiment changé ma vie et je vous conseille vivement les livres de Tal Ben-Shahar. Si j'en avais un seul à vous conseiller, et je vous le mets dans le chat, donc la fameuse boîte conversée, je vous conseille vivement de pouvoir lire un livre qui s'appelle L'apprentissage du bonheur. Alors en France, on a beaucoup l'apprentissage de l'imperfection, au contraire, pardon. Je disais, en France, on a beaucoup de mal avec le mot bonheur, mais pas avec l'imperfection. Et donc, je vous conseille vivement de lire ce livre, L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. C'est un livre qui se lit très vite et qui permet de pouvoir faire sauter pas mal de barrières intérieures, psychologiques, et qui permet vraiment d'aller à la racine de nos doutes et nous donner l'acceptation de la légitimité d'être soi. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup servi. Donc, après avoir suivi ce cours, je vais voir Tal Ben-Shahar, je le remercie et je lui dis: moi, en tant que comédienne, ce qui me manquerait, ce serait de pouvoir travailler à l'incarnation de ces théories qui restent encore très intellectuelles. Comment est-ce qu'on peut imaginer de pouvoir créer des exercices qui permettent, avec le corps, de pouvoir travailler cette notion de psychologie positive? Et donc, il m'a dit: ben voilà, je te donne carte blanche, tu peux y réfléchir et puis tu m'accompagneras sur la prochaine conférence. Je vais parler pour le public de Yahoo dans pas longtemps et je te propose d'ouvrir ma conférence avec un exercice de théâtre relié à la psychologie positive. Et donc, eh bien, je l'ai accompagné, je l'ai travaillé et puis ça s'est très bien passé. Il m'a dit: ben, le mois prochain, je vais parler devant les gens de chez Google, donc je te propose de venir. Et du coup, ben, ça a donné lieu aussi à des exercices qu'il a trouvés intéressants. Et là, il m'a vraiment dit: tu sais, ton ambition de vouloir changer le monde en donnant la parole à des personnes qui ont beaucoup souffert, comme des survivants de la Shoah, elle est très noble, mais il faut que tu saches que la douleur, la souffrance, elle existe aussi dans une souffrance ordinaire. Elle est bien entendu pas mesurable par rapport aux personnes qui ont traversé la Shoah, mais elle est réelle
Et je pense qu'avec ce que tu proposes comme approche théâtrale, ça vaudrait la peine que tu puisses te mettre au service de l'institution, de l'entreprise et que tu deviennes coach. Et c'est comme ça que j'ai pu justement travailler à pouvoir passer à une certification de coach avec 3 spécialisations: psychologie positive avec Tal Ben-Shahar, négociation, William Ury, qui lui a créé le pôle négociation à Harvard. C'est lui le fameux auteur qui a inventé l'expression gagnant-gagnant, William Ury. Là aussi, je vous mets la référence dans la chat box, URY. Et puis, communication avec Marjorie North. Alors, mon introduction était un peu longue, c'était surtout pour vous expliquer par rapport un peu à cette espèce de liste infinie de diplômes qui ne justifie absolument pas la qualité et l'expertise de la personne qui parle, vous expliquer ce qu'il y a derrière ce parcours, la volonté que je peux avoir de donner le peu que je sais pour que la personne aille mieux dans son expression, dans sa communication. Aujourd'hui, je suis coach professionnel, ce qui fait que je ne fais pas de développement personnel dans des questions qui vont être de l'ordre du personnel. On ne vient pas me consulter comme on consulterait un psy, mais je travaille essentiellement en entreprise. Donc, je partage mon temps entre le coaching en entreprise, coaching de groupe, coaching personnel, le travail humanitaire, parce que je continue à travailler avec des personnes qui ont été victimes de traumatismes. Je travaille aussi en encadrement d'équipes médicales dans le cadre du Covid. Je travaille aussi en one-to-one avec des dirigeants de grosses boîtes, L'Oréal, Danone ou autres. Donc, le coaching, une branche humanitaire donc pour pouvoir aider, une branche qui va être l'enseignement, Harvard Université, avec des cours qui vont être des cours en ligne aujourd'hui, puisqu'on se déplace de moins en moins, avec Sciences Po Paris, l'Institut Wiesel aussi. Et puis, bien sûr, l'artistique, puisque je continue chaque année à pouvoir produire et mettre en scène. Cette année, j'aurai le bonheur de mettre en scène un spectacle avec Jacques Lecomte sur la psychologie positive, le 22 mars à la Maison de la Méditation. Est-ce que ça se fera en présentiel ou en distanciel? On verra. Le titre, il est très simple, il s'appelle « Tout est foutu, quoique ». Donc, vous le verrez, on a imaginé cette forme théâtrale pour essayer justement de faire réagir en particulier sur l'actualité et sur vraiment le négativisme qui existe. Psychologie positive, ça veut dire quoi? Ce n'est pas du positivisme, ce n'est pas fermer les yeux devant les difficultés. Aujourd'hui, quand on parle d'être heureux malgré tout ce qui peut exister, c'est presque insupportable. Insupportable parce que ça ne prend pas en considération la réalité. La psychologie positive n'est pas cette approche. Au contraire, on n'est pas dans le positivisme, on est dans ce que Tal Ben-Shahar appelle l'opti-réalisme. Donc ça, j'aime beaucoup cette notion-là, c'est-à-dire l'optimalisme, le côté optimisme, le côté réalisme qui va être combiné. Le but étant, dans cette espèce d'arbre de décision que l'on fait toujours en s'attendant au pire, de pouvoir penser qu'il existe aussi une branche qui va être la branche dans laquelle je projette quelque chose de positif qui peut arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la psychologie positive, ça a pour but de permettre une préservation de soi, une meilleure préservation de soi. Et je trouve que c'est aujourd'hui fondamental de pouvoir avoir cette approche mentale, psychologique, physiologique aussi, parce que nous sommes dans des temps qui sont très difficiles à vivre. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir comment on peut tenir, comment on peut mieux tenir. Et pour ce faire, la psychologie positive a cette démarche qui est presque une démarche antilogique, puisque depuis le plus jeune âge, on nous apprend que la logique, c'est chercher les causes. Quand on nous pose une question, généralement, surtout au niveau juif, on pose la question de pourquoi. Donc, chercher les sources, la racine du mal, c'est quelque chose qui va nous être assez naturel. Alors, la psychologie positive n'est pas la psychologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se tourner vers la cause de ce qui nous rend triste ou la cause qui crée le mal. Elle va nous permettre de transformer le pourquoi en comment. Plutôt que de se tourner vers le pourquoi on va mal, on va essayer de se tourner vers le comment on peut aller mieux. Et comment on peut aller mieux? Ça fait état de différentes forces en puissance qui sont présentes dans l'individu et qui vont devoir être prises en considération
pour faire en sorte que l'individu puisse aller mieux. Alors, ce n'est pas là aussi un déni de ce qui ne va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se tourner vers les causes, mais le problème, c'est que lorsqu'on se pose la question du pourquoi, ben, on arrive généralement en psychanalyse. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous trouvez très intéressante la série En thérapie d'Arte, hein, mais ça prend longtemps. Normalement, c'est assez long, une thérapie, hein. On s'allonge, on parle de son enfance et puis on essaye de savoir pourquoi. Alors, c'est passionnant, c'est très intéressant, mais quelquefois, ça devient de l'immobilisme. C'est-à-dire qu'on découvre des choses tellement passionnantes bah, qu'on n'est plus que dans son analyse et on n'est plus dans l'action. La psychologie positive, elle a pour but de se dire comment on peut aller mieux. Très intéressant, en particulier dans un domaine d'entreprise où en fait, ce qui tue, ce n'est pas tant des problèmes fonctionnels de l'entreprise, ce sont des problèmes d'ego relationnel. Et quand on a affaire à des personnalités qui sont passives, qui sont agressives ou qui sont manipulatrices, ou les deux ou trois en même temps, généralement, pour essayer de dépassionner le débat, on essaye de pouvoir appliquer ce qu'on appelle la communication non violente. Et la communication non violente sépare toujours l'individu du problème. Séparer l'individu du problème, ça veut simplement dire ne pas se tourner vers le pourquoi tu as fait ça, pour essayer de comprendre les motivations profondes, mais plus maintenant que tu as fait ça, comment on s'organise. Et c'est pas seulement maintenant que tu as fait ça, c'est maintenant qu'on a ça, qu'on a le résultat de ce qui a été fait, comment on s'organise. C'est-à-dire essayer d'enlever le côté de culpabilité. Rappelez-vous l'expression qu'on utilise chez Marshall Rosenberg dans la communication non violente, le tu, tu. Le tu, 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 tue. Plus on va culpabiliser l'autre, lui rappeler combien est-ce qu'il a tort, plus on va tuer la relation. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes parce qu'elles viennent rappeler que pour réussir en fait une relation, il faut pouvoir être dans cette idée d'action commune pour faire en sorte que la relation puisse aller mieux. Alors un mot maintenant au niveau du judaïsme et de la psychologie positive. La psychologie positive, elle regroupe plusieurs disciplines. On a de la sociologie, de la psychologie, de la psychanalyse, on a bien entendu tout ce qui va toucher à l'histoire, on a tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'anatomie, puisque c'est très, ça touche le corps, la psychologie positive. Et donc, à partir de là, cette espèce de transdisciplinarité, elle va redonner accès à l'individu à la capacité d'être heureux. Alors, j'ai des chiffres qui sont sous les yeux. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est de rappeler qu'on a une certaine capacité en termes d'influence vers le bonheur. Et là, je vous lis, on a 50% par rapport à ces facteurs influençant le niveau de bonheur, 50% qui sont définis génétiquement, 40% qui sont dus aux circonstances. Encore une fois, on essaye de trouver dans cette espèce de camembert quel est le pourcentage d'influence que l'individu peut avoir avec sa volonté. Eh bien, l'influence vis-à-vis de la volonté de pouvoir percevoir les choses sous un angle positif, il est de 10%. Cette influence, elle est quand même importante, en particulier de 40%, pardon, eu égard aux circonstances qui sont de 10%. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas très clair. Pour ce faire, je vais essayer de partager mon écran. Je vais demander à Ruth de m'en donner la possibilité. Est-ce que Ruth, j'ai le droit de pouvoir partager l'écran ou pas? Est-ce que tu peux me donner l'autorisation? Oui, c'est donné. C'est donné, c'est parfait. En attendant, je viens de vous envoyer dans le chat. Ah, magnifique. Je viens de vous donner dans le chat la slide que je vous partage, c'est-à-dire ce dont je vous parlais, de quoi sommes-nous responsables quand on se dit malheureux? Ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ces facteurs, comme je vous le disais, on a 50% qui est génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on porte son malheur ou on porte son bonheur. On est constitué d'une propension, on va dire, dès la naissance, par rapport à tout ce qui peut être transgénérationnel, à une propension à être malheureux ou heureux. Et quand on dit tendance génétique, bien entendu, on inclut aussi tout ce qui va être éducation
et les valeurs qu'on a pu nous transmettre. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans le judaïsme, on vous dira qu'on a une grande différence entre l'acception au bonheur d'un point de vue ashkénaze et l'acception au bonheur d'un point de vue séfarade. Je n'irai pas sur ce terrain-là, étant un pur produit séphanaze, à la fois séfarade et ashkénaze. Vous le voyez, on a 10% de circonstances. Qu'est-ce que c'est que les circonstances? Ce sont les mauvaises rencontres ou les bonnes rencontres que l'on peut faire. Par contre, vous voyez que 40% sont de l'ordre des activités volontaires. Les activités volontaires, c'est-à-dire ce que je vais m'imposer en termes d'actions que je vais faire en conscience, qui vont me rendre heureux. Pour ce faire, bien entendu, il faut savoir se connaître, il faut savoir ce qui nous rend heureux. Et moi, je sais que lorsque je commence un coaching dans un cadre d'entreprise par des dirigeants, lorsque je pose la question « qu'est-ce qui vous rend heureux ?», j'ai un grand blanc. Les gens me regardent en me disant « mais je ne me suis jamais posé la question ». Et quand j'essaye de reformuler la question en disant « qu'est-ce que vous aimez faire ?» Là, les gens me regardent, en fait, je sais travailler. Et quand je ne travaille pas, je dors. Et quand je ne dors pas, je mange. Bon, je vous passe les différentes activités qui sont, on va dire, des activités basiques. Mais quand on dit « qu'est-ce que vous aimez faire ?» c'est-à-dire qu'est-ce qui vous recharge, ou encore plus loin, qu'est-ce qui vous permet d'atteindre un niveau de flow? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du flow, F-L-O-W? Le flow, c'est une notion très importante dans la psychologie positive. C'est un moment de votre vie où tout d'un coup, le temps s'arrête. Vous faites l'activité, mais vous êtes tellement absorbé dans l'activité que vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez plus de conscience du temps, d'espace, de désir, d'envie de manger, de boire. C'est quelque chose qui vous immerge véritablement. Donc le flow, cette activité flow, on l'a tous ressenti. Ça demande une réflexion parce que, bien sûr, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est quelque chose qui est enfoui dans chacun de nous et cela doit nous demander quelques minutes de réflexion. Alors, le flow, c'est quelque chose qui nous est propre et qui nous définit. Moi, je sais par exemple que lorsque je suis en train de mettre en scène, je suis dans un état de flow et je peux vous dire que le temps s'arrête, je peux rester au soleil. Je me rappelle pendant le Festival d'Avignon, j'ai mis en scène certaines pièces, je peux rester au soleil pendant des heures. Et je ne ressens rien, j'ai une force surhumaine parce que je suis dans mon domaine de passion en fait. Et cette question-là de flow, c'est quelque chose qui est très très important de savoir de soi parce qu'en fait, c'est votre jardin secret de ressources. Pour vous ressourcer, c'est là où il faut aller. C'est la chose que vous devez faire lorsque vous sentez que vous perdez votre énergie. Le flow, ça peut venir d'une lecture, d'un livre que vous aimez en particulier, ça peut venir d'une chanson, d'une musique, ça peut venir d'un film. Ça vient véritablement de ce moment où la concentration fait que vous êtes complètement pris dans cette action. Et justement, quand on parle d'activité volontaire, on peut très bien savoir que moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour pouvoir me relaxer, j'ai besoin de temps pour pouvoir faire du sport ou alors faire des marches ou même regarder des beaux paysages ou acheter des fleurs. Enfin, je dis n'importe quoi, mais cette expérience de flow, c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez avoir en tête pour que vous puissiez véritablement entrer dans cette connaissance de soi qui va vous aider pour aller un peu plus loin. Alors, puisque Ruth m'a fait le plaisir de pouvoir partager mon écran, je vais venir sur cette slide. Vous reconnaissez tous, j'espère, cette slide. Cette slide, c'est Monsieur Pignon avec le merveilleux Villeray dans le dîner de con. Le problème en France, quand on parle de psychologie positive, c'est-à-dire de bonheur, c'est qu'immédiatement, on pense à l'imbécile heureux. Qu'est-ce que c'est que l'imbécile heureux? C'est celui qui, en termes de bonheur, se contente de peu. Il se contente de ce qu'il a. Finalement, c'est ça, celui qui est heureux. Et est-ce que la psychologie positive va nous apprendre à être des moutons, à être des personnes qui se contentent de peu? Ah, il y a le Covid, mais c'est pas grave, je suis heureux. Oh, la courbe monte, ah, je suis heureux.
Non, c'est pas ça la psychologie positive, mais c'est vrai qu'on peut en avoir peur. Du coup, on a très peur quand on dit qu'on est certifié en psychologie positive d'avoir un diplôme d'imbécile heureux. Il faut savoir en fait que la réaction vis-à-vis du bonheur, elle n'est pas la même selon le pays où vous vous trouvez. Elle dépend de ce qu'on appelle les piliers émotionnels du pays dans lequel vous êtes. En Israël, aux États-Unis, en France, on n'a pas du tout la même façon de se positionner par rapport aux piliers émotionnels de cette société. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, le pilier émotionnel de la société, c'est le droit au rêve américain. Qu'est-ce que c'est que le rêve américain? C'est le droit au bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est de pouvoir avoir accès à une vie agréable, une vie de famille agréable, qui permet de pouvoir avoir certains biens comme une maison, une voiture, etc. Aux États-Unis, la façon de pouvoir montrer ce bonheur, elle va être assez ostentatoire. On n'a pas de problème à pouvoir montrer qu'on est heureux aux États-Unis. Il n'y a d'ailleurs pas de problème pour montrer qu'on est riche aux États-Unis. Tous les actes qui vont être des actes de charité se font, on va dire, tout à fait ouvertement aux États-Unis, parce que celui qui est riche, celui qui est heureux, c'est celui qui a mérité de l'être. On a vraiment un concept qui est celui du droit au bonheur, tel que les États-Unis peuvent l'imaginer. En France, le pilier émotionnel est différent. Ce qui fonde la société française, contrairement à la société américaine, qui est basée sur ce rêve américain, donc réussir grâce au travail, ce qui fonde la société française, c'est le droit à la justice sociale. La justice sociale, c'est-à-dire que l'idée va être de poursuivre un idéal de mise au service des autres pour obtenir cette utopie d'avoir une société égalitaire. Le droit à la justice sociale, c'est ce qui nous fait aller dans la rue dès qu'on voit des inégalités, essayer de se battre. Et ce n'est pas caricatural. Égalité, voilà, fraternité, liberté, ce sont des fondements qui coulent dans nos veines en tant que Français. Le problème, voyez-vous, c'est qu'au niveau du pilier émotionnel, quand je parle du pilier émotionnel, bien sûr, je reprends les 4 émotions fondamentales telles que Freud les définisse, telles que Freud le définit, pardon. On a la joie, la tristesse, la colère et la peur. Joie, tristesse, colère, peur. Donc la joie, on va dire, ça sera la société américaine qui, avec le droit au rêve américain, le droit au bonheur, qui correspond à un besoin de partage, donc quelquefois assez, on va dire, ostentatoire. Mais de ces 4 émotions, je les rappelle, joie, tristesse, colère et peur, de ces 4 émotions, à votre avis, laquelle est traitée de saine en France? On ne dit pas une saine tristesse, on ne dit pas une saine joie, on ne dit pas une saine peur non plus. On dit une saine colère. Un des piliers fondamentaux, fondamentaux pardon, de la France, c'est cette idée qu'on a droit d'être en colère. Même mieux, la colère est noble. Celui qui est en colère, celui qui est indigné, c'est celui qui va pouvoir montrer la voie par rapport justement à cette recherche de justice sociale. Vous pouvez bien comprendre à partir de là que l'idée du bonheur puisse être un petit peu déplacée quand on est en France, puisque, eh bien, comment oserais-je être heureux alors que je sais qu'il y a des inégalités sociales? Comment oserais-je être heureux alors que peut-être mon voisin en face, lui, a faim? Ou peut-être que quelqu'un dans le monde a faim? Si jamais je dois donner de l'argent, est-ce que je dois le faire de façon ostentatoire? Absolument pas. Je pourrais gêner certaines personnes. Donc on a tous cette espèce de rapport à la décence et rapport à la conscience véritablement d'une justice sociale qui est fondamentale véritablement en France. Donc, problème vis-à-vis de cette psychologie positive en France, c'est pour ça que quand on travaille avec des leaders en entreprise, il faut essayer de biaiser, donc de trouver d'autres façons de pouvoir les aborder. On parlera de leadership positif, on parlera d'intelligence situationnelle, on parlera d'efficacité au travail, qui sont en fait uniquement des façons de parler de psychologie positive dans un cadre d'entreprise. Donc, ce sont des choses qui sont assez importantes à pouvoir vous dire. Je vais un peu plus loin par rapport à ce que je veux vous donner aujourd'hui
pour que vous compreniez les réticences de ce monde français face à la psychologie positive. Alors, hop. En fait, quand je vous disais que la psychologie positive redonnait la possibilité à l'individu de devenir acteur de ses émotions et acteur de son bonheur, en fait, en France, eh bien, on reste encore très influencé par Freud. On aime encore beaucoup Sigmund Freud. On a bien raison. Mais qu'est-ce que dit Sigmund Freud? Il nous dit que nous sommes traversés par des pulsions inconscientes. Vous vous rappelez le fameux moi, surmoi, ego. Et donc, en fait, ce qui nous arrive n'est pas de notre faute, puisqu'en fait, c'est le ça, rappelez-vous, la force animale, la force de la pulsion qui s'est exprimée. Donc, mon malheur, je ne l'ai pas mérité, puisque, en fait, malgré moi, il y a une pulsion inconsciente qui est venue, qui touche aux misères que j'ai pu vivre dès l'enfance. Et donc, du coup, je suis traversée par ces émotions qui me rendent presque incapable majeur face aux actes que je peux faire et face surtout à la tristesse que je peux m'infliger. Seligman, qui est ce médecin juif qui a inventé la psychologie positive en 2002, il montre au contraire que ce sont les pensées qui influencent les sentiments et non les sentiments qui sont à la base de la thérapie cognitive. C'est-à-dire en fait que nous pouvons nous conditionner, et non seulement nous conditionner, mais nous sommes responsables de la façon dont nous projetons les choses sur le monde. Ça, ce sont des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que, et ça on le voit bien aussi par rapport à toute croyance, nous choisissons de croire en conscience par rapport à ce que l'on peut projeter sur la réalité. Donc, il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ce que l'on peut détecter du monde, c'est uniquement un positionnement, et ce positionnement, il peut être infléchi par rapport au fait de vouloir voir la chose, le fameux verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je voudrais faire un petit exercice avec vous, qui est un exercice que l'on fait lorsqu'on arrive dans la classe de Tal Ben-Shahar. C'est un exercice qu'on appelle l'exercice SPIRE. Nous arrivons au dernier quart d'heure que nous passons ensemble. Bien sûr, je vous laisserai du temps pour qu'on puisse discuter et avoir un moment d'échange avec vous pour des questions, mais je ne voudrais pas conclure cette présentation sans faire cet exercice. SPIRE, SPIRE en anglais, est l'acronyme de ces 5 lettres, S spirituel, P physique, I pour intellectuel, R pour relationnel et E pour émotionnel. Ce que Tal Ben-Shahar nous demande de faire quand on arrive en cours, c'est de se donner une note de 1 à 10, 1 étant le plus bas, 10 étant la meilleure, qui nous permettrait de se noter selon ces différentes catégories qui touchent à la psychologie positive, qui touchent en fait à cette approche holistique presque du développement personnel de la personne. Donc, il demande de pouvoir se donner une note de 1 à 10 sur la dimension spirituelle. Alors, à quoi renvoie la dimension spirituelle? La dimension spirituelle, elle touche en fait à ce que vous vivez au moment où vous vous notez. Donc là, on est ensemble, je vous parle, vous vous écoutez ou vous faites autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ce rapport au spirituel? Le spirituel n'étant pas forcément lié au religieux, c'est simplement comment est-ce que je peux me situer à cet instant T vis-à-vis d'une idée de transcendance. Est-ce que je trouve, par rapport à ce que j'ai entendu ou par rapport à ce que je vis en ce moment, que ça m'apporte quelque chose dans mon rapport à un sens que je veux donner à ma vie, à un positionnement vers ce que je pense être un élément hors de moi qui puisse être transcendant? Est-ce que je suis dans cette idée de meilleure connaissance de moi-même? C'est vraiment ça qu'il appelle le spirituel. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour que vous puissiez vous noter de 1 à 10 en ce moment sur le domaine spirituel. Encore une fois, est-ce que j'ai
j'apprends des choses sur ma relation au monde? Est-ce qu'au niveau métaphysique, je sens que par rapport à ce qu'on a donné comme explication, eh bien, il y a un ordre logique qui sous-tend cette réalité? Ou alors est-ce que voilà, je reste dans cette idée de pauvreté d'information et je reste dans quelque chose qui n'est absolument pas spirituel pour moi? Et là, je mets 1. Donc de 1 à 10. Alors voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez pour noter. Ça peut être papier, ça peut être téléphone. Je vous laisse faire preuve de créativité. Très bien. Donc, on était sur cette première dimension. On avance pour la prochaine dimension, qui est la dimension physique. Alors là, c'est plus facile. Je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que quand tout d'un coup, vous prenez ces quelques minutes pour vous concentrer, est-ce qu'il y a des douleurs qui reviennent? Tiens, j'ai mal à la cheville. Je l'avais noté ce matin, et puis quand tout d'un coup je m'arrête, ça revient. Ou alors, tiens, j'ai froid. Ouais, finalement, dans cette pièce, ben, il fait pas très chaud. Ce moment-là de notation de 1 à 10, c'est comment est-ce que vous vous sentez dans le corps. Je vous laisse procéder à cette note qui est importante. On enchaîne avec la troisième dimension, la dimension intellectuelle. Dimension intellectuelle, ben, à savoir, ben, est-ce que en ce moment, lorsque je prends le temps de noter, ben, j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai trouvé stimulant ce que cette Gila, Clara, machin a dit? Est-ce que oui, ben, le mot adonne, c'est toujours sympa? Voilà. Ou alors, mais franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'aurais jamais dû perdre mon temps à l'écouter. Donc, à vous de voir, au niveau intellectuel, est-ce que vous pouvez noter ce moment que vous vivez? Très bien, on passe à la dimension relationnelle. Très importante cette dimension, surtout en période de Covid, en période de confinement. Lorsque je prends un moment pour y réfléchir, comment est-ce que je peux noter ce rapport à l'autre? Est-ce que justement ce que je suis en train de vivre me permet de vivre un moment commun, de vivre un moment partagé avec les autres? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait peur de revoir des visages? Est-ce que j'en ai assez de Zoom que je ne supporte plus? Est-ce que ben non, ça me rappelle ma solitude? Comment est-ce que je note ce moment? Comment est-ce que je me situe vis-à-vis du moment que je vis dans la dimension relationnelle? Enfin, une dernière dimension, la dimension émotionnelle. Dimension émotionnelle, c'est vraiment bah, comment vous pouvez noter ce moment vis-à-vis de ce que vous vivez. On appelle les émotions positives, les émotions négatives. Est-ce que c'est un moment de joie? Est-ce que c'est un moment de recueillement? Est-ce que c'est un moment de tristesse, de nostalgie? Est-ce que c'est un moment de peur vis-à-vis de cette psychologie positive et cette injonction au bonheur qu'on déteste tant? Est-ce que c'est un moment de curiosité? Est-ce que c'est un moment de colère aussi, hein, quand on parlait de justice sociale? Comment je note ça? Comment je me ressens émotionnellement parlant? Alors, il faut savoir qu'en fait, Tal Ben-Shahar nous donnait à faire ces 5 dimensions et nous disait que pendant tout le temps du cours, qui durait 3 mois, nous devrons prendre notre température au moins 3 fois par semaine et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire à la même heure et à peu près au même endroit. Parce que sinon, bien sûr, c'est très dépendant du contexte.
Mais si on reste au même endroit, si on a le même horaire, on peut essayer de se retrouver et surtout de regarder par rapport aux 5 notes que vous vous donnez, où est-ce que vous êtes sous la moyenne. Parce que quand vous êtes sous la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a un domaine qui n'est pas nourri de vous. Et ces 5 dimensions, ce sont des nourritures nécessaires pour que vous puissiez aller bien. Si par exemple, sur 3 mois, vous avez une note physique qui est inférieure à la moyenne, il faut absolument que vous puissiez vous pencher sur la question. Si, je parlais de douleur de cheville, mais si cette douleur de cheville, elle revient, à chaque fois que vous vous arrêtez de travailler, c'est qu'on est en train de vous dire quelque chose, là, au niveau physique, et qu'il faut que vous preniez ça en considération. Si vous trouvez, alors que vous êtes, c'est le cas de certains de mes dirigeants, qu'au niveau intellectuel, vous n'apprenez rien, vous n'êtes pas nourri, ou alors vous êtes avec des jeunes enfants, et donc au niveau intellectuel, c'est vraiment difficile. Là aussi, il faut vraiment que vous puissiez y remédier, peut-être en suivant des séminaires, en lisant certaines choses, ou vous inscrivant à des formations. Au niveau relationnel, si vous pleurez parce qu'il y a une trop grande solitude, faire quelque chose, même si c'est par Zoom ou par téléphone, demandez à pouvoir avoir un rapport beaucoup plus important au niveau d'autres. Au niveau émotionnel aussi, est-ce que vous êtes souvent triste? Et si vous êtes souvent triste, sur 3 mois, lorsque vous prenez votre température, si c'est tout le temps sous la moyenne, là aussi, ça veut peut-être dire que vous êtes sur une pente dépressive et qu'il faut absolument travailler. Au niveau spirituel, le côté spirituel aussi est très important, encore une fois, en dehors même du religieux, mais dans cette idée de connexion à quelque chose qui est de l'ordre d'un sens supérieur, d'un être supérieur qui pourrait donner un sens. Là aussi, quelque chose qui doit être nourri, ou par rapport à des textes qui sont des textes spirituels, des poésies, ou alors des textes inspirants au niveau littérature, ou alors bien sûr par rapport à des croyances. Voilà, je vais conclure cette première approche de la psychologie positive sur cette expérience. Terminer aussi sur un mot d'hébreu, puisque je trouve que c'est important au Moadone de pouvoir terminer par l'hébreu. Je pense que si on devait définir la psychologie positive, on pourrait utiliser le mot de chutzpah, qui est un très beau mot en hébreu, qu'on traduit en français entre l'idée de culot et puis l'idée de d'oser aussi. Parce que la psychologie positive, c'est aussi prendre un pas de côté pour pouvoir prendre le temps de s'observer en s'aimant un peu plus. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont importantes à faire et oser prendre soin de soi, oser s'aimer un peu plus, ça nous permet et ça nous permettra de pouvoir mieux se préserver et dans les temps que nous vivons tous, ça devrait être une obligation. Merci beaucoup de votre écoute. Je réponds bien sûr aux questions si vous en avez. Et merci beaucoup à Ruth de m'avoir laissé prendre la parole ce soir devant vous. Ah, Guy, j'ai parlé, mais Gila, s'il te plaît, quelle est la différence entre résilience et psychologie positive? Alors, la résilience, c'est une façon de se positionner. Déjà, ça vient bien sûr d'une approche scientifique, mais lorsqu'elle est appliquée au psychologique, c'est la façon de se positionner vis-à-vis d'un obstacle, vis-à-vis d'une difficulté, et essayer de pouvoir la traverser en se renforçant. La résilience ne suppose bien sûr pas de revenir à l'avant-obstacle, l'avant-difficulté. Elle suppose au contraire de se déformer le moins possible pour pouvoir continuer. La psychologie positive, elle, ne suppose pas d'obstacle. La résilience, pour la développer, demande une certaine souffrance. La psychologie positive, non. La psychologie positive, c'est une façon de se positionner pour mieux comprendre comment fonctionnent les individus qui se disent fonctionner bien. Je vous donne un exemple. Entre deux compagnies de bus, généralement, si on a une compagnie de bus qui arrive toujours en retard et une compagnie de bus qui arrive toujours à l'heure, si on essaye de parler de résilience, on va essayer de comprendre comment la compagnie qui vient toujours en retard fait pour pouvoir continuer à exister. Ça, c'est quand on s'intéresse à la résilience.
quand on s'intéresse à la psychologie positive, on va se tourner vers la compagnie de bus qui arrive à l'heure et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle déploie. On va arrêter de faire comme si aller bien allait de soi. C'est ça la psychologie positive, c'est se dire que aller bien suppose un vrai travail qu'il faut comprendre. Pareil pour les individus vis-à-vis de leur santé. Quelqu'un qui se dit aller bien, quelqu'un qui fait attention à soi, plutôt que de se dire c'est normal, il va bien, on va essayer de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a déployé comme stratégie pour aller bien. Donc, la psychologie positive et la résilience, elles peuvent aboutir à la même chose, c'est-à-dire un renforcement de la personne et une idée de meilleure préservation suite à un traumatisme. Mais dans le cas de la résilience, on devra avoir un traumatisme à traverser pour pouvoir mieux résister. La psychologie positive ne part pas du principe qu'il faut un traumatisme, elle essaye de mieux comprendre, pour des personnes qui sont sur une pente même dépressive, comment font les gens qui ont réussi à pouvoir s'en sortir, ou même les gens qui se disent aller bien. On s'est rendu compte que les gens qui se disent aller bien, justement, ce ne sont pas des gens qui quelquefois vont bien. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème physique, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème psychique. Et En Gila, fait, tu peux arrêter la présentation pour qu'on te voit. Parfait, bien Voilà, c'est sûr, mieux. excusez-moi. Oui, voilà, c'est mieux là. Parfait. Ouais, voilà, voilà. Voilà, donc encore une fois, cette idée-là de rapport au bonheur qui n'a rien à voir avec le niveau de vie, ça aussi, c'est le mythe de Ça, se c'est la dire famille si j'ai de Zim Zim. l'argent, je pourrais aller bien. C'est du mythe parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de dépression, on avait beaucoup, beaucoup de gens qui voilà, étaient des personnes très aisées, allaient très bien. C'est pas moi. No, Ah. people want Alors, j'entends des gens qui parlent, c'est très mignon. to Je ne sais pas, il y a quelqu'un avec un petit enfant qui parle. Bonsoir. S'il vous plaît, d'autres questions, s'il vous plaît. Faites fonctionner vos micros, s'il vous plaît, votre micro. D'autres questions? Ah, Ils sont timides, hein, Ruth. Tu écoutes, hein, tu laisses tout le monde bouche bée, hein, là, hein, personne ne parle. Voilà, Oui, Georges. j'aimerais juste faire une petite remarque. Donc, je fais partie, moi, d'un groupe de parole. Je pense que vous savez ce que c'est. Donc, qui est dirigé par le psychologue Israël Feldman à Tel Aviv. Alors là, on parle beaucoup de résilience, effectivement. C'est ce fameux mot qu'a lancé le psychiatre Boris Cyrulnik. Exactement. Et effectivement, je dois vous dire que moi, au départ, quand je faisais partie, je ne comprenais pas ce que c'était, toute cette approche. Et puis, petit à petit, donc, on commence à comprendre. C'est vrai qu'on ne comprend pas directement, hein, on n'est pas tous des professionnels. Mais je dois dire que ce que Ruth vient de dire, cette phrase, m'a effectivement rappelé donc, tout ce parcours que nous faisons là. Et je peux vous dire que personne ne s'en sort à 100%, mais on va beaucoup mieux. C'est ça que je voulais dire. Il y a une évolution, il y a un progrès, et ce progrès-là, donc, reste en nous dans la vie courante. On n'a pas besoin de tous les jours aller là-bas. Et ça nous a fait quand même un certain équilibre que nous n'avions pas avant. Merci de ce témoignage. C'est très, très important de pouvoir l'entendre. Et il y a plusieurs dimensions dans ce que vous avez dit. La dimension de la communication nécessaire, c'est-à-dire à la fois parler et être écouté, et aussi le partage. Donc, il y a à la fois le fait de s'exprimer et puis de recevoir la chaleur d'un groupe. Et ça, c'est vrai que le relationnel, on n'a pas le temps. Mais normalement, j'ai toute une présentation sur les hormones du bonheur, puisqu'au niveau neurosciences, ça c'est passionnant de voir en fait comment est-ce que le cerveau sécrète au niveau hormonal certaines choses selon non seulement les événements de la vie, mais aussi selon les paroles, selon la façon dont vous vous exprimez à une personne. Il va y avoir des choses au niveau du cerveau qui vont être sécrétées, qui vont donner lieu à des angoisses ou alors à des effets de bonheur. Et ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes à savoir. Et donc, merci de ce témoignage. C'est très important, le groupe de parole, à la fois pour l'échange et à la fois pour la catharsis, en tout cas, pour la possibilité de s'exprimer. Oui. Je vous remercie. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Viviane?
Gila, Il a une oui, question. Oui, bonjour. s'il vous plaît. Alain, on ne te voit Bonjour, pas. Gila. Alain, Ça va? Alain maintenant. Voilà, merci. Écoute, merci pour pour cette présentation. J'avais déjà assisté à une présentation sur la psychologie positive, mais à chaque fois, c'est fait différemment. Et je trouve que celle-là était très, 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 très intéressante. Surtout, en fait, la question de la comparaison entre les États-Unis qui sont plutôt finalement la patrie du bonheur, mais liée à l'individu, liée à l'individuation des personnes, et la France où où tu as été amené en fait à faire une vision, à avoir une vision du fait que chacun se compare aux autres et que c'est ça qui rend triste ou qui rend un peu moins heureux. Et je me demandais, moi, si Israël tombait dans lequel de ces travers, de ces éléments-là. Est-ce que c'est un modèle mixte ou est-ce que c'est un modèle qui ressemblait plutôt aux États-Unis ou alors à la France? Alors, merci beaucoup Alain et ça me fait un plaisir fou que tu sois là. Merci d'être parmi nous ce soir. Ce que j'ai dit par rapport à cette espèce de rapport à l'autre, c'est que la France a à cœur cette notion de justice sociale. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est en colère et en colère vis-à-vis de cette idée que la justice sociale n'est pas respectée, etc. Israël ressemble à la France de mon point de vue. C'est-à-dire que le droit au bonheur israélien, non, je pense que c'est quand même si on a ce côté individualiste et je dirais presque, oui, capitaliste, start-up, donc on a quand même cette capacité à pouvoir réussir en Israël, on a aussi une vision qui pour moi est très solidaire avec cette capacité, quand je parle de la France, comme en Israël, cette capacité d'être anti-gouvernement, ce que vous aurez beaucoup moins aux États-Unis, malgré les apparences et malgré ce qu'on nous montre. Euh, Aux États-Unis, le positionnement anti-gouvernement, il va être vu par rapport à un droit individualiste au bonheur, ce qui est profondément euh, euh, différent d'Israël ou de la France. Donc cette idée d'avoir une société plus juste, que l'on trouve en France viscéralement, on la trouve aussi en Israël. Et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Viviane, tu voulais dire quelque chose, s'il te plaît? Viviane. On t'entend pas, on t'entend pas. Fais, ton micro est fermé. Voilà, maintenant. Je voulais vous remercier, aussi bien Ruth que Gila, pour cette conférence si enrichissante. Ça demande beaucoup de réflexion, il y a beaucoup à penser. J'ai pris plein de notes et je me demandais, vous l'avez peut-être mentionné, j'ai pas fait attention. Et Tal Ben Shahar, c'est un Israélien, je suppose. Oui. Donc, il écrit en hébreu et ses livres sont en hébreu au départ. Alors, ses livres sont toujours en anglais parce qu'après avoir été champion, il est tout de suite parti faire ses études aux États-Unis, faire ses études et son doctorat à Harvard. Donc, c'est quelqu'un qui va écrire en anglais. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a monté, si vous êtes intéressé, pour un certificat de psychologie positive. Il a tout un système en ligne que je vous conseille et qui est en anglais. Mais vous trouverez bien entendu ses écrits en hébreu. Et il a certains livres qui ne sont publiés qu'en hébreu. Par exemple, il a fait de très beaux livres de psychologie positive pour enfants, des contes, en particulier sur le droit à l'échec, en expliquant comment Edison, ça c'est son grand exemple, comment est-ce qu'Edison, avant de trouver les grandes inventions qu'on lui connaît, a eu plusieurs échecs, et comment est-ce qu'il disait qu'en fait, il n'avait pas eu 36 000 échecs, mais qu'il disait qu'il avait réussi en fait 36 000 fois des choses différentes que celle qui est considérée comme un succès. Donc oui, vous trouverez des livres en hébreu, en particulier des livres pour enfants, que en hébreu, mais tout le reste qui va être grand public, c'est-à-dire l'apprentissage de l'imperfection, l'apprentissage du bonheur, conversation avec mon coiffeur. Alors, j'ai eu la chance de les enregistrer, mais le livre Conversation avec mon coiffeur, il est génial. Il raconte comment est-ce qu'on fait. Son coach, son psy, c'est un coiffeur à Tel Aviv et à chaque fois à qui il confie tous ses déboires et toutes ses histoires en tant que prof
de psychologie positive à Harvard, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes prof à Harvard, surtout quand vous êtes prof de bonheur, vous devez avoir l'air heureux tout le temps. Alors, il explique comment est-ce qu'il y a des fois au réfectoire, il avait mal dormi, combien un élève venait le narguer en s'asseyant en face de lui au réfectoire en disant « C'est vous le prof de bonheur ?» Ça n'a pas l'air d'être très, très efficace, vos cours. Hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour qui est vraiment très, très fin. Et je vous conseille vivement de pouvoir lire ou écouter Conversation avec mon coiffeur. Le dernier de livre, c'est Le bonheur du leader. Moi, j'aime bien lire dans la langue où ça a été écrit. Si c'est Alors, écrit en hébreu, je veux bien lire en hébreu. Alors, les livres courts en français, si en français c'est traduit de l'anglais, alors là, oui, ce sera en français. Ils sont quand même assez bien, traduits. Mais oui, encore une fois, les livres qui sont en hébreu, et puis comme lui, bien sûr, est israélien, tous ces livres en hébreu sont sans doute écrits par lui et traduits par lui. Donc, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. D'autres questions, s'il vous plaît. Pardon, Viviane, continue. Oui, cette psychologie, cette philosophie de le truc du bonheur, c'est quoi exactement? La psychologie du bonheur. Psychologie positive. Positive. Les psys, ils appliquent. Est-ce qu'il y a des psys qui sont spécialisés dans ce genre de thérapie? C'est très intéressant cette question. Comme j'ai dit que la psychologie positive, ce n'est pas la psychologie, puisque le positionnement, ce n'est pas psychologiquement de s'allonger, de parler de son enfance ou de faire une psychanalyse. Les psys, ils vont plutôt utiliser des techniques qui vont relever de la psychothérapie ou de la psychanalyse. La psychologie positive, elle a ses limites, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aider des personnes qui ont des vraies pathologies. La dépression, c'est une vraie pathologie. Et donc là, une personne qui va dire moi, je suis en dépression sévère, je ne prends plus mes médicaments, je fais que de la psychologie positive, c'est quelqu'un qui est presque suicidaire. Parce que la psychologie positive peut aider des personnes, c'est ce que disait Martin Seligman, qui sont sur la pente dépressive, c'est-à-dire avant l'arrivée de la dépression, ou alors sur une pente hors de la dépression, c'est-à-dire pour réussir à arriver, on va dire, à retrouver un niveau normal, mais absolument pas pour des pathologies. Donc, des psys qui appliquent la psychologie positive, j'en connais peu. Je sais qu'en ce moment, ce qui est très à la mode chez les psys, c'est ce qu'on appelle les constellations familiales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà. Les constellations familiales, en fait, on fait rejouer les enjeux de la vie familiale de la personne, et la personne va devenir son père et va pouvoir parler comme s'il était son père, va pouvoir ensuite sortir du personnage du père et parler comme s'il était lui-même. Donc ça, si vous voulez, ces espèces de jeux de rôle, moi j'en fais souvent au niveau des dirigeants, pas sur ces questions de psy, mais sur des questions collaborateurs et relations avec la hiérarchie. Ça, ce sont des choses qui, en ce moment, sont très développées au niveau psy. Mais la psychologie positive, moi, je l'ai vue surtout appliquée au niveau du coaching. Donc, pas par des psys. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Et je voulais te dire, Gila, est-ce que la fuite a sa place dans la psychologie positive? Là aussi, très intéressante question. Vous savez qu'en fait, notre cerveau est en fait 3 cerveaux en un. Vous savez, c'est puissance 3. 3 cerveaux en un. On a le cerveau qu'on appelle le cerveau, hein, c'est le fameux cerveau qui va être le cortex, c'est celui qui pense, qui prend les décisions. On a le cerveau limbique, qui est le centre des émotions et le centre de la mémoire aussi. Et puis, on a le fameux cerveau reptilien, qui est le cerveau animal, le cerveau des réflexes. La fuite fait partie de ce qu'on appelle les 3 F, qui sont les 3 réactions de ce cerveau reptilien. Le F pour fight, donc le combat, F pour fly, la fuite, et F pour freeze, qui est en fait le saisissement. Ce sont les 3 positionnements que nous avons devant une menace. Ou on estime que la menace, on peut la contrôler, alors on rentre en mode combatif, c'est l'agressivité. Ou alors on se dit, wow, la menace, il vaut mieux que je parte, et là c'est la fuite. Ou alors, on va essayer de faire le mort. Hein, et c'est quand le petit animal essaye de pouvoir se fondre dans le décor. Et ça va être justement le saisissement, le côté
immobilisme. La fuite, c'est ça qui est intéressant et c'est pour répondre à ta question. On a montré que dans nos sociétés très influencées par les héros gréco-romains, à encenser le combat. Nous sommes des êtres pour qui le paroxysme de la noblesse, c'est le courage. Aller au combat, c'est quelque chose qui va être noble, au risque, bien sûr, de périr. Mais les études ont montré qu'en fait, pour réussir à survivre, et c'est comme ça que les animaux font, le mieux, c'est la fuite. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, pour réussir à se protéger, la fuite, elle peut être une réponse. La psychologie positive, elle ne prescrit pas le combat, la fuite ou le saisissement, l'immobilisme. La psychologie positive va expliquer en fait d'où viennent les émotions. Donc, on va travailler l'intelligence émotionnelle pour ensuite pouvoir voir comment, si je suis en fuite systématique, comment est-ce que je peux rectifier ça? À moins que je me sente heureux là-dedans. Mais si c'est quelque chose dont je souffre, la psychologie positive pourra nous permettre d'avoir le décalage nécessaire pour qu'on puisse vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut adapter son comportement face à un danger sans forcément choisir la fuite. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui? C'est tout? Bon, Gila, comme d'habitude, excellente, passionnante. Beaucoup ont fait la gueule aujourd'hui parce que c'est en français, mais nous avons vraiment gagné une excellente conférence et nous te remercions. Et je vous rappelle que le 8 mars, c'est la journée de la femme, même les hommes sont invités. Voilà, je vous invite tous. Je remercie Gila Clara Jesus pour cette excellente conférence sur la psychologie positive. Et je vous dis de portez-vous bien, faites attention à ne pas choper le coronavirus et à très bientôt. Bien, merci beaucoup. Gila, merci mille fois. Merci Gila. Bonne soirée Gila. Bonne soirée. Bye bye. Merci Ruth. Bonsoir à tous. Merci pour cette conférence. Merci à vous tous. Bye. Merci. Bye. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir. Bye.